Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres du journal. Pour un développement socio-économique harmonieux du pays, le président du Conseil Faure Esozimna Nyazingbe mise sur la paix. Véritable gage de cohésion nationale, le président du Conseil multiplie les actions en faveur de la paix et les résultats sont probants. À découvrir dans ce journal. Les récents incidents suite aux manifestations non autorisées à Lomé étaient la raison de la conférence de presse organisée ce mercredi par le gouvernement togolais. Face aux journalistes, la délégation ministérielle a tenu à faire le point de ce qui s'est réellement passé. Et puis la deuxième édition de la grande rencontre des Compliance and Risk Officers a pris fin ce mercredi. Les centaines d'experts en prévention de risques repartent de Lomé plus outillés pour lutter contre la corruption et les crimes financiers sur le continent africain. C'était là les titres. Au Togo, des progrès sont remarquables dans plusieurs secteurs d'activité et ceci grâce à la paix qui y règne. Plusieurs mécanismes sont mis en place pour faciliter et favoriser le développement socio-économique du pays. Et c'est le fruit de la politique d'apaisement et de cohésion sociale prônée par le président du Conseil Faure Esozimna Nyazingbe. Le Togo se développe grâce à la stabilité et à la cohésion sociale. Et c'est ce dont nous parle ce soir Gabriel Aïna. Le Togo fait cas d'école en axant son développement sur la culture des valeurs de paix, d'unité et de cohésion sociale. Plusieurs projets à fort impact social issus de la feuille de route gouvernementale dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'emploi des jeunes, de l'entrepreneuriat et du désenclavement rural sont réalisés grâce à la paix qui règne dans le pays. Sous l'impulsion du président du Conseil, Faure Esozimna Nyazingbe, des mécanismes de dialogue et d'écoute sont renforcés. Des cadres d'échange ont été institués à divers niveaux, notamment national, régional et local. Le but est de permettre à chaque composante de la société d'exprimer ses préoccupations et de participer à la recherche de solutions consensuelles. La Ve République, par la vision éclairée du président du Conseil, Faure Esozimna Nyazingbe, fait de la paix un principe fondamental de gouvernance et un pilier de développement avec à la clé des réformes institutionnelles et des actions concrètes sur le terrain. Cette vision est matérialisée par la gouvernance axée sur la concertation et la décentralisation pour rapprocher davantage l'État des citoyens sans oublier la réparation des préjudices anciennement causés. Sur ce volet, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRUN fait un travail immense. À ses côtés, des organisations de la société civile qui veillent également à la préservation des valeurs de paix et de cohésion sociale pour un Togo uni et prospère. Le gouvernement éclaire l'opinion publique sur les récents incidents entre manifestants et forces de l'ordre suite aux manifestations non autorisées de juin dernier. Face à la presse ce mercredi, une délégation de ministres conduite par le ministre en charge de l'administration territoriale a échangé avec les professionnels des médias. Objectif, partager avec la presse la vraie version des faits afin qu'elle édifie au mieux la population. Le compte rendu de Gabriel Aïna. Le gouvernement opte pour une approche pédagogique et informative. Une délégation ministérielle éclaire l'opinion publique sur les événements récents à Lomé. Ici, les membres du gouvernement rectifient les informations erronées qui circulent encore sur les réseaux sociaux à la suite des manifestations des 6, 26, 27 et 28 juin dernier. À travers des présentations détaillées, les ministres replacent les faits dans leur véritable contexte et exposent les contenus incitant à la haine et à l'agitation diffusés par certains activistes et blogueurs. Après cette clarification, les journalistes sont invités à poser leurs questions qui ont entre autres porté sur le maintien de l'ordre par les forces de sécurité et les récentes noyades dans la lagune de Baie et le 4e lac. Nous avons tous suivi la violence avec laquelle les gens ont appelé à s'en prendre aux forces de l'ordre sur le terrain. Je voudrais remarquer que les images dont vous parlez, pour certaines qui n'ont pas été prises, soit dans notre pays ou
le jour J, on ne voit que quand les forces de l'ordre sont en train de réprimer sur soi ces images. Mais nous ne voyons pas le début de ce qui s'est passé. Et je pense que si ces manifestations n'avaient pas été gérées d'une manière professionnelle, nous serions ici en train de déplorer les victimes. En ce qui concerne les noyades, nous présentons vraiment nos condoléances aux familles attristées et nous sommes tous touchés. Mais dans la réalité des choses, les abords de ce lac ont toujours posé problème. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des noyades là-bas. Je pense même que des dispositions ont été prises pour que les abords soient sécurisés dans un programme. Les investigations sont en cours, mais nous avons besoin de la protection de la police, de la gendarmerie, dans un état de droit pour garantir la sécurité de nous tous. Les membres du gouvernement ont également mis l'accent sur la nécessité d'un usage responsable et citoyen des réseaux sociaux en appelant chacun à plus de discernement dans la consommation et la diffusion de l'information. Les réseaux sociaux non réglementés constituent une menace pour la démocratie et l'état de droit. Barack Obama dit que ces réseaux sociaux amplifient les pires instincts de l'humanité. Occasion saisie par le ministre en charge de l'administration territoriale pour réitérer l'engagement du gouvernement à assurer la sécurité de tous les Togolais. Il en appelle à la responsabilité de tous pour un Togo apaisé et prospère. Nous devons reconnaître que le gouvernement a la responsabilité de protéger tous les citoyens togolais, quelle que soit la situation. C'est le lieu de saisir cette occasion pour féliciter la grande majorité de la population togolaise qui a vite compris et qui n'est pas tombée dans le piège. Quant aux jeunes, quant aux autres concitoyens qui sont tombés dans le piège, je crois que ce n'est pas tard. Il faut se ressaisir et éviter à la longue de se laisser manipuler par les réseaux sociaux. Sachez que le gouvernement togolais veillera par tous les moyens pour que l'ordre public règne, pour que chacune et chacun des citoyens togolais puisse vaquer librement à ses occupations, librement choisies en toute responsabilité. La délégation ministérielle a salué le professionnalisme des journalistes présents tout en leur rappelant l'importance de faire de leur mission un véritable levier de cohésion sociale et un outil de promotion de la paix à travers un traitement rigoureux et objectif de l'information. Et pendant ce temps, le processus électoral est en branle au Togo. La phase de la campagne pour le compte des municipales est en cours également. Et pour gérer tout potentiel contentieux, la Cour suprême a lancé depuis hier, a allumé une formation des partis politiques, candidats et tout acteur impliqué dans le dit processus. Et les élections de par le monde entier riment parfois avec des difficultés. D'un côté, des dénonciations de fraude, de l'autre, une supposée manipulation des résultats et plus loin encore, des violences post-électorales. Et ces difficultés, le Togo s'attelle au maximum à les limiter pour plus de crédibilité et de transparence du processus. Ceci passe donc par la gestion du contentieux électoral. Mais de quoi s'agit-il concrètement et quelles en sont les implications? Les réponses dans ce dossier réalisé par Ulrich Amiga. Les élections municipales au Togo, comme dans de nombreux pays, sont un élément clé de la gouvernance locale et de la démocratie. Occasion pour chaque citoyen d'élire leurs représentants au niveau communal. Mais un constat se dégage. Des difficultés pourraient naître ci et là et pouvant conduire les protagonistes à recourir à l'arbitrage. Accusations de fraude, supposée manipulation des résultats, violence post-électorale. Entre autres difficultés qui pourraient être liées au contentieux électoral. Un aspect important à même d'influencer la légitimité et l'acceptation des résultats.
Il y a plein de difficultés liées à ces élections parce que ça couvre tout le territoire et c'est émietté en municipalité. Donc il y a plusieurs listes qui sont en compte, il y a au moins 499 qui sont validées. Et il y a des centaines, voire des milliers de candidats. C'est une élection très très sensible, donc il faut quand même respecter les principes des règles de droit liées à ces élections pour pouvoir postuler et battre vraiment campagne, faire confiance auprès des électeurs pour qu'ils vous choisissent. Donc au moment où certains qui sont des perdants, et là ça crée des contestations, des protestations qui font des recours auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême. Une bonne gestion du contentieux électoral repose sur des critères clés. Médiation et dialogue, formation et sensibilisation, présence d'observateurs indépendants. Cette deuxième expérience du Togo en matière d'élections municipales, après celle de 2019, devra être un pas de plus vers la consolidation des acquis de la bonne gouvernance. Il y a des contentieux pré-électoraux, c'est-à-dire avant même les élections, et c'est lié principalement aux candidatures. Ce qui viendra, c'est la proclamation des résultats provisoires par la CENI, qui sera contestée, déférée devant la Chambre administrative de la Cour suprême, qui pourront gérer ces contentieux conformément à la législation. En cas de contentieux, l'article 144 du Code électoral prévoit que la tête de liste, bien les candidats, en cas de contestation des résultats proclamés provisoirement par la CENI, peut saisir la Chambre administrative dans un délai de 5 jours. Après ces 5 jours, s'ils introduisent, ça veut dire qu'ils seront forclos. Donc la Chambre appréciera la requête et tranchera. Si le requérant a raison, la Cour peut rectifier les résultats provisoires de la CENI et proclamer les résultats définitifs. Le succès des élections municipales de 2025 dépendra donc de la capacité des acteurs politiques et des institutions à gérer efficacement le contentieux électoral et à garantir des élections libres, justes et transparentes dans une dynamique d'accorder les chances égales à toutes les listes. Et l'autre acteur qui participe également à la réussite de ce processus électoral, c'est la Force Sécurité Élections Municipales 2025, FOSEM 2025. Et ce pour le compte de cette journée du mercredi 9 juillet 2025. Le point des activités de la FOSEM est présenté par le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Bamazi et Sonana, commandant adjoint police FOSEM 2025. Démarrée il y a quelques jours, la campagne en vue des élections municipales se poursuit dans un climat calme et sécurisé. La Force Sécurité Élections Municipales 2025, engagée sur l'ensemble du territoire national, veille activement à la sécurisation de l'ensemble des activités liées au processus électoral. Au terme de cette journée du 9 juillet 2025, le personnel déployé a assuré sans incident la couverture de 357 activités. Il s'agit notamment de 18 services d'ordre, 40 institutions de la Commission électorale nationale indépendante sécurisée, de la sécurisation de 226 meetings, 16 caravanes, 51 campagnes porte à porte. En outre, la force a assuré l'escorte de 6 convois de matériel électoral. La FOSEM 2025 salue l'esprit de collaboration manifesté par l'ensemble des acteurs politiques sur le terrain. Elle réaffirme sa détermination à poursuivre sa mission avec professionnalisme. La deuxième édition de la grande rencontre des responsables de la conformité et de la gestion des risques vient de s'achever dans une ambiance de satisfaction générale. Les travaux ont pris fin sur une série de recommandations destinées à aider les États à mener une lutte coordonnée contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les précisions dans ce reportage de Ekwe Salah. Pendant 2 jours, Lomé a été le centre névralgique de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique.
La deuxième grande rencontre des responsables de la conformité et de la gestion des risques a mobilisé plus de 600 experts venus de 42 pays. Ils ont uni leurs forces pour asseoir des stratégies plus efficaces face aux réseaux criminels organisés. La démarche vise à ne laisser aucune marge de manœuvre aux menaces transnationales. De leurs échanges sont ressorties plusieurs recommandations destinées à renforcer les systèmes financiers des États africains, les rendre plus résilients, transparents et sécurisés. Les recommandations vont pour tous les États, notamment comment aider les États à surmonter ces défis, comment aider les acteurs à éviter la liste grise. Comment faire pour que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne fragilisent nos économies et ne déstabilisent nos États. Avec l'implication personnelle du président du Conseil, ça a donné une véritable dimension continentale à l'événement. Grâce à la grande rencontre des compliance et risk officers, le Togo se voit aujourd'hui comme le pays stratégique de formation en matière de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plousia a salué la qualité des travaux et exprimé sa reconnaissance au président du Conseil, Faure Essozi-Mnanya Singbe, pour les efforts déployés en vue de la réussite de cette rencontre. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime à la suite de ces 2 jours d'échanges entre experts. Et je pense que ça a été un rendez-vous du donner et du recevoir. Tout le monde a eu sa part. Je voudrais, en votre nom à tous, renouveler nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à son Excellence M. Faure Essozi-Mnanya Singbe, président du Conseil, qui a porté cet événement en acceptant de le mettre sous son haut patronage. Nous espérons qu'à votre retour dans vos pays respectifs, vous mettrez en œuvre les connaissances et les bonnes pratiques apprises en matière de conformité au profit de vos différentes organisations pour les protéger du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Rendez-vous est pris pour juillet 2026. La 3e édition devrait permettre de consacrer Lomé comme capitale africaine de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et les différentes délégations présentes à Lomé dans le cadre de ces assises ont salué la richesse des échanges et la qualité de cette grande rencontre des compétences. Pour elles, les attentes ont été comblées au cours des 2 jours de travaux. Elles ont exprimé leur satisfaction, toujours au micro de Ekwe Salah. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, aujourd'hui, c'est un sujet qui nous interpelle tous. Du coup, on ne peut être que satisfait d'avoir pris part à cette 2e édition qui a eu pour thème justement la compliance, les risques et l'audit. Cette grande rencontre nous a permis de connaître davantage le système de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Et cette rencontre nous a montré que l'intégrité et l'éthique constituent la base de cette lutte. Et c'est une lutte intégrée. Ça veut dire que chaque secteur, que ce soit au niveau du secteur financier et d'autres secteurs, chacun à son niveau doit pouvoir élaborer une cartographie des risques lui permettant de lutter contre ce trafic. Et ce faisant, le pays va renforcer son image en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Disons que nous sommes satisfaits de notre participation à cette 2e édition. Mes attentes ont largement été comblées, puisque c'est une réelle fierté d'être présent ici. Et c'est ce que je dis, c'est que cet événement montre l'excellence africaine et que finalement, en étant unis, on peut faire des choses vraiment très grandes. Et non seulement, ce que je disais, c'est que Lomé n'a pas été, sur ces 2 jours, la capitale
africaine dans la lutte contre le blanchiment d'argent, mais a été la capitale mondiale dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et ça montre que finalement, lorsqu'on réunit les forces ensemble, on peut faire quelque chose de grand. Mes attentes ont été entièrement comblées. Je suis venue ici en espérant pouvoir échanger avec des experts de ce métier très particulier qui est la compliance et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et j'ai été entièrement satisfaite. Ça a été 24-48 heures de partage d'expérience, mais surtout de partage d'expertise et de propositions de solutions et d'une vision concrète afin de permettre à nos économies de se développer tout en respectant les exigences et les normes du système financier international. Je remercie vraiment les organisateurs de cet événement et je suis convaincue que la 3e édition sera encore plus belle. En tout cas, je n'ai qu'une hâte, c'est de revenir à Lomé pour participer à la 3e grande rencontre des Compliance et Risk Officers. Et de son côté également, l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP poursuit sa mission de lutte contre les crimes financiers également. Hier, elle a ouvert une formation à l'endroit des représentants des autorités contractantes des marchés publics. Transparence et prévision des risques de corruption dans les passations des marchés publics était le thème de cette formation qui a ciblé plusieurs participants. Le compte rendu de Nicole Attila. Comment ériger un système de commande publique fondé sur l'intégrité, la transparence et la prévention des risques de la corruption? C'est autour de cette problématique que l'autorité de régulation de commande publique ARCOP a réuni les représentants des personnes responsables des marchés publics PRMP. Objectif, renforcer leurs capacités en vue de leur permettre d'effectuer efficacement leur mission dans le cadre de la passation des marchés publics. Nous allons étudier le cadre juridique et institutionnel de lutte contre la corruption au Togo, analyser la cartographie des risques de fraude dans les marchés publics avec les conséquences juridiques qui sont applicables, notamment les sanctions administratives, les sanctions pénales, analyser aussi les mesures d'atténuation qui existent aujourd'hui en la matière, évoquer tout ce qui est mécanisme de prévention. Cette initiative de l'ARCOP, soutenue par le PNUD, s'inscrit dans le cadre du projet Renforcement de l'état de droit et de la gouvernance locale en conformité à la loi relative aux marchés publics et le code d'éthique et de la déontologie au Togo. L'État togolais en fait s'est inscrit dans une dynamique qui est la transparence et de lutte contre la corruption. Il y a un cadre juridique et institutionnel qui est assez solide pour lutter contre ces pratiques de corruption dans les marchés publics, que ce soit les conflits d'intérêts, que ce soit la corruption proprement dite, le favoritisme, prise illégale d'intérêts. Donc, préciser davantage le rôle de chaque acteur, notamment les acteurs comme l'ARCOP, la Direction nationale de contrôle de la commande publique ou la PUSIA. Outre la transparence, la redevabilité et la performance des institutions au service de la population, cette séance de formation permettra également aux marchés publics de retrouver leur lettre de noblesse en vue d'un développement durable du pays. Économie encore avec cette fois cette rencontre de vulgarisation du cadre réglementaire relatif aux organisations de placement collectif en valeur mobilière qui s'est ouverte ce mercredi à Lomé. Une initiative de l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA et qui veut permettre de mettre en lumière les opportunités offertes par le nouveau cadre réglementaire. Les précisions une fois encore avec Nicole Attila. Mieux comprendre les nouvelles tests qui régissent la gestion des organismes de placement collectif en valeur mobilier au PCVM dans l'espace UMOA. C'est l'enjeu qui a réuni gestionnaires de fonds, régulateurs ou encore responsables des structures financières à Lomé. Ils veulent promouvoir la prise de participation dans les petites et moyennes entreprises et favoriser leur développement à travers des approches innovantes. De nombreuses innovations, parmi lesquelles on pourrait citer la réorganisation de la catégorisation des OPCVM, afin de mieux refléter les stratégies de gestion, le renforcement du cadre applicable aux fonds d'investissement alternatifs, l'encadrement des critères d'investissement et de liquidité par type d'organisme de placement collectif, pour une meilleure protection des porteurs d'épargne et des actionnaires. L'objectif recherché est double:
combler les déficits de financement auxquels les PME sont confrontés, notamment sur les segments peu couverts par le secteur financier, et permettre aux investisseurs qualifiés, en particulier les banques, les compagnies d'assurance, les caisses de retraite, les caisses de dépôt et consignation et autres institutions financières, de diversifier leur portefeuille tout en soutenant l'économie réelle. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Joint Capital Market Programme JCAP de la Banque mondiale. Il vise à aider les pays en développement à tirer profit des avantages que procurent les marchés financiers locaux en vue de bâtir un environnement financier plus solide, plus attractif et plus inclusif. La Caisse nationale de sécurité sociale, gestionnaire de l'assurance maladie universelle, a organisé 2 événements conjoints ce mercredi à Anéro. Il s'agit de l'inauguration du site de production de cartes uniques d'assurance CNSS et au lancement de la campagne nationale d'extension de la couverture assurance maladie universelle AMU aux veuves, orphelins et bénéficiaires supplémentaires des assurés de la CNSS. L'objectif est de rapprocher les différents services des populations et d'assurer à tout un chacun un bien-être sanitaire. Les précisions de Eli Agba Nyadao. Effective au Togo depuis janvier 2024, l'assurance maladie universelle, AMU, poursuit son extension afin de garantir un accès de qualité aux bénéficiaires. Ici, à Anéro, s'inaugure un site de production de cartes uniques d'assurance CNSS, couplé de la campagne nationale d'élargissement de la couverture AMU aux veuves, orphelins et bénéficiaires supplémentaires des assurés. Le but est de favoriser la solidarité, la cohésion sociale et contribuer à l'amélioration de la santé globale des populations. La possibilité alors est offerte pour qu'ils viennent au niveau de la division régionale, s'adressent au service d'accueil et puissent suivre les différentes étapes avec les documents d'identité qu'ils auront à leur niveau et ils vont alors être pris en charge, faire leur mise à jour et patienter pour avoir leur carte. Ces bénéficiaires dont nous parlons aujourd'hui, ce sont les bénéficiaires de pension de survivants. Une pension de survivant, c'est lorsque l'assuré principal est décédé et que la pension a été alors reversée aux ayants droit. La CNSS progresse. À terme, on devrait arriver à couvrir tous les Togolais et tous les résidents. On peut ne pas être de la nationalité togolaise. L'objectif qui est derrière, c'est d'augmenter la capacité de production. Nous œuvrons pour la proximité de la CNSS avec les bénéficiaires. Il faut se rapprocher des assurés et des bénéficiaires. Avec ce centre qui vient s'ajouter à tous les autres sites de production, nous augmentons ainsi la capacité de production et la proximité avec les assurés. Et donc les efforts se poursuivent, d'autres centres suivront. Désormais, les populations d'Anéro et de ses environs pourront obtenir en toute sécurité et facilité leur carte AMU. Il s'agit pour la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, d'offrir une couverture santé complète, de qualité et inclusive. Ce droit fondamental du citoyen togolais, nous en avons fait plus qu'une urgence et une priorité, un combat quotidien et permanent qui doit à terme mettre toutes nos populations à l'abri des angoisses et des soucis de soins de santé. La cérémonie de ce jour est donc une étape supplémentaire vers une couverture totale du territoire national qui va nous permettre d'assurer des services de proximité et une plus grande célérité dans la délivrance des cartes. L'accès aux soins de santé, une priorité du président du Conseil, Faure Essozomna Nyasingbe, qui veut élargir la couverture maladie à toute la population togolaise. L'ouverture de ce site vient s'ajouter à la longue liste des différentes actions entreprises par la CNSS pour la promotion du bien-être des Togolais. Le ministre d'État, ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance porte à la connaissance des communautés de pêche maritime et lagunaire que les activités de pêche artisanale reprennent à compter de 2 mai 10 juillet 2025. Par ailleurs, celle de pêche industrielle demeure suspendue jusqu'au 31 août 2025.
2025. Le ministre d'État remercie l'ensemble des acteurs du secteur pour leur collaboration constante et leur engagement en faveur d'une gestion durable des ressources halieutiques. Communiqué signé par le ministre d'État, le général Damham Yak, en charge des ressources halieutiques et animales. Et c'est sur ce communiqué que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite à nos programmes. Au revoir.